Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je vous propose que l'on démarre ce webinaire quasiment à l'heure. On a fait exprès d'attendre une toute petite minute pour que tout le monde puisse arriver. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents à ce webinaire Choisir son niveau de signature électronique que j'aurai le plaisir de vous présenter ce matin. Je suis Éric Danet, je suis le directeur commercial de la Business Line Confiance numérique de Certinia. On va passer 30 minutes ensemble. Je vais essayer d'être le plus pédagogique et de vous présenter un maximum de choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le fil donc, de la conversation de Teams. À la fin de cette présentation, je répondrai à vos questions. Alors peut-être pas à toutes, évidemment. Si je ne peux pas répondre à toutes, on reviendra de toute façon avec vous, un peu plus tard, pour y répondre et vous apporter des précisions. J'essaierai de répondre surtout à des questions qui intéresseront le plus grand nombre. Voilà. Et puis de toute façon, vous aurez la possibilité d'avoir le replay de ce webinaire juste après. Voilà, bah écoutez, je vous propose que l'on démarre. Et on va déjà, pour certains d'entre vous qui ne savent probablement pas qui nous sommes, en juste mais très rapide, qui sommes-nous et comment on est organisé. Donc en fait, on va commencer par notre maison mère qui est Tessie, donc vous avez probablement, pour la plupart d'entre vous, déjà entendu parler. Donc Tessie est essentiellement une société, c'est une société française qui fait essentiellement du BPO et qui a décidé il y a maintenant 2 ans de créer Innovation and Trust en tant que Digital Factory du groupe et donc de positionner dans cette société tous les services digitaux. Et parmi ces services digitaux, la confiance numérique, Certinia, qui aujourd'hui nous intéresse puisque c'est nous qui proposons, pas uniquement, mais au moins les sujets de signature électronique. Le groupe Tessie, c'est 532 millions d'euros de chiffre d'affaires, 13 000 collaborateurs dans 15 pays. Et comme je vous l'ai dit juste à l'instant, c'est une société française détenue par des actionnaires français. Je le précise, pourquoi j'y tiens aussi, parce que c'est important au regard du RGPD, au regard, je dirais, des données que vous nous confiez. On ne dépend pas de sociétés américaines, on ne va pas chercher dans vos données, etc. Donc, c'est vraiment important que j'en profite de vous le dire ici. En ce qui concerne Innovation and Trust, là aussi très rapide, puisque ce n'est pas l'objet de la présentation, c'est donc 250 personnes aujourd'hui. On est le 23e éditeur en France au niveau du classement TOEFL 100. Puisque c'est d'abord et avant tout notre métier, c'est d'être éditeur de solutions logicielles que l'on propose en cloud. Notre ADN, c'est d'abord l'innovation et aussi tous les aspects Green IT. C'est très important pour nous de prendre en compte tous ces aspects code, consommation, utilisation, je dirais, pertinente des différentes ressources. Et puis, un sujet aussi qui nous tient particulièrement à cœur en ce moment, c'est tout ce qui touche au RG2A, c'est-à-dire à l'inclusivité de tous dans l'usage de nos solutions. C'est d'ailleurs une conséquence directe de notre mission qui est Human Interactive First, c'est-à-dire qu'en fait, on fabrique des solutions pas juste pour nous faire plaisir. On fabrique pas des solutions juste pour des clients, on fabrique des solutions pour des humains, des gens qui utilisent nos solutions. Et donc, c'est absolument indispensable pour nous de prendre en compte tous ces aspects-là. On travaille pour des personnes, c'est pas juste des numéros, et c'est donc important pour nous de prendre ça en mission principale. Si maintenant, donc, vous l'avez compris, Tessie, Innovation and Trust, et donc maintenant Certinia. Certinia Global XP, c'est une plateforme modulaire qu'on vous propose évidemment en SaaS et qui propose un certain nombre de services. Parmi les services qui vous sont proposés, vous avez la vérification d'identité. Ça, c'est la capacité que vous allez avoir à pouvoir vérifier l'identité d'une personne en ligne, soit
juste, j'ai envie de dire, juste pour vérifier l'identité. Est-ce que c'est bien cette personne-là? Est-ce que cette personne-là est bien majeure? Des choses comme ça. Ou bien, par rapport à ce qu'on va dire tout à l'heure, dans l'objectif de réaliser une signature électronique. Deuxième pilier, donc c'est la signature en tant que telle. On va le détailler largement dans ce qui va venir derrière. Troisième point, ça va toucher tout ce qui est la digital ID, c'est-à-dire la création d'identités réutilisables. Et là aussi, j'en glisserai quelques mots parce que certains d'entre vous ont entendu parler, par exemple, de l'IDAS V2 et des conséquences que ça va avoir. Et enfin, quatrième point, c'est tout ce qui tourne les services de confiance propres, c'est-à-dire on fait la signature, on fait la vérification d'identité, etc., en se basant sur un certain nombre de services de confiance. Donc Certinia, qui est notre autorité de confiance, hein, c'est-à-dire nous-mêmes, bien sûr, est en France, est situé à Ville-d'Ascq, qualifié par l'ANSSI, qualifié au regard du règlement européen, et on propose un certain nombre de ces fonctions de services, que ce soit des certificats électroniques, de l'eurodatage qualifié, on en parlera aussi tout à l'heure pourquoi c'est important, des cachets électroniques visibles. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un cachet électronique visible, c'est très simple, c'est le petit QR code que vous aviez sur les certificats anti-Covid. L'archivage électronique à valeur probatoire, c'est-à-dire comment conserver vos documents qui ont été signés dans le temps, ou ce qui touche les fichiers de preuves et des choses comme ça. Et puis, nous avons notre hébergement souverain. J'en ai pas parlé tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas tout regarder, et c'est pas l'objet non plus, on en discutera si ça vous intéresse, mais nous disposons de nos propres data centers en France ou en Espagne, dans lesquels nous pouvons héberger nos solutions. Nous pouvons être HDS, hébergement de données de santé. On peut même aller jusqu'au Secnum Cloud pour certains cas particuliers chez nous. Ce que je voulais dire en quelques mots, mais au moins ça vous situe. On fait, j'aurais pu le mettre aussi là, mais on fait environ 150 millions de signatures électroniques par an. Je peux vous donner quelques idées. On avait fait 250 millions de certificats anti-Covid. Alors parlons de la signature, parce que c'est ça qui vous intéresse si vous êtes inscrit à ce webinaire ce matin. La signature électronique, un incontournable. Je pense que si vous êtes là, soit vous en êtes convaincu, soit vous voulez avoir une confirmation que vous en êtes convaincu, mais oui, la signature aujourd'hui électronique est un incontournable. On estime, en 2023, d'après l'Ipsos, que 87% des Français ont déjà signé au moins une fois en signature électronique. C'est probablement votre cas. Vous avez déjà probablement tous signé en électronique. Et on signe de plus en plus fréquemment. Et en plus, de plus en plus de gens sont convaincus que la signature électronique, c'est quelque chose de bien et qu'il faut passer à ces sujets-là. On a tous vu les gains de temps que ça pouvait nous apporter au quotidien. Mais on va parler d'une chose quand même. Maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi en fait une signature électronique? Et c'est important de reposer les bases parce que des fois, on a en fait une vision faussée de ce que peut être la signature électronique. Alors je vais déjà vous dire que ça n'est pas. La signature électronique, ce n'est pas faire un gris-gris qu'on pose dans un document. Ça, si vous l'avez déjà fait, probablement que vous avez déjà fait, ou on vous a demandé de taper votre nom, etc. C'est juste pour faire joli. Ce n'est pas une signature électronique. Une signature électronique, c'est deux choses. La première de ces choses-là, c'est l'intégrité du document. L'objectif, c'est que dans le temps, on soit certain que le document qui a été signé n'a pas été altéré. Donc, on va utiliser une technique pour garantir cette intégrité dans le temps. Et la deuxième des choses qui est importante, c'est de garantir l'identité du signataire. Et on va voir qu'il y a plusieurs, effectivement, façons de le faire, selon, justement, les risques, etc. Mais on doit avoir ces deux éléments, l'intégrité du document et l'identité du signataire. Et plus vous irez loin dans l'identité du signataire, plus la signature électronique aura valeur. Donc, choisir le niveau de signature, c'est essentiellement choisir le niveau de contrôle de l'identité. Alors, pourquoi essentiellement? Parce que je vous dis l'intégrité est importante et je vais tout de suite vous dire pourquoi après. Mais c'est quand même essentiellement choisir l'identité du signataire. Quels sont les différents niveaux de signature électronique que l'on peut vous proposer? Alors, d'un seul coup, vous voyez, il y en a beaucoup. Alors, il faut savoir que la loi
française et européenne, puisqu'aujourd'hui on est sous un règlement européen, dit la signature qualifiée, c'est-à-dire celle qui est complètement à droite du tableau, la signature qualifiée est strictement équivalent à une signature manuscrite. Donc, on pourrait se dire, c'est génial, on va faire que de la signature qualifiée, il n'y a aucune raison de se poser de questions. À ce moment-là, on ne se posera même plus de questions sur les niveaux de signature, etc., puisque la signature électronique qualifiée, c'est la même chose que la signature manuscrite. Or, vous allez comprendre que réaliser une signature électronique qualifiée, même si on a des progrès qui sont faits et qui vont être faits dans les années à venir, c'est compliqué à mettre en œuvre parce que une des particularités de la signature qualifiée demandait de faire un face-à-face avec la personne pour justement garantir l'identité. Je vous disais juste avant, donc, comment garantir au mieux l'identité de quelqu'un, c'est de voir la personne face à soi, de prendre sa pièce d'identité, et là, vous pouviez avoir une identité la plus haute possible et donc réaliser une signature qualifiée. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on dit, bah oui, mais c'est pas pratique, il y a eu le Covid, on pouvait pas faire de face à face, aujourd'hui, je peux pas voir tout le monde parce que j'ai des clients qui sont un peu n'importe où, comment on va faire? Donc aujourd'hui, on a des possibilités de faire des face à face à distance. Donc ça améliore très sensiblement la situation, mais pour plein de raisons, qu'on détaillera pas forcément ici, là aussi pour des raisons de temps, mais pour de nombreuses raisons, réaliser ce face-à-face, plus la vérification des pièces d'identité, dans les bonnes conditions, ça va vous coûter assez cher. Donc, est-ce que vous avez toujours besoin de signatures qualifiées? Au regard du prix, non. Et là, les avancées qui ont été absolument colossales par le règlement européen IDAS, c'est de dire, de toute façon, vous pouvez faire autre chose que de la qualifier. Il n'y aura pas le renversement de la charge de la preuve, puisque le principe de la signature qualifiée, c'est que c'est à la personne qui conteste de prouver que ça n'a pas été réalisé correctement. Donc, à partir du moment où vous créerez ce qu'on appelle un fichier de preuve, vous aurez la traçabilité de ce qui se passe, eh bien, vous pourrez faire autre chose que de la signature qualifiée. Et la loi dit, ça a aussi valeur en justice. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller devant un juge, comment ça se passe hein, dans les faits, vous allez devant un juge, vous contestez quelque chose, vous demandez à votre prestataire tiers de confiance, c'est-à-dire nous, celui qui va réaliser la signature électronique sur ces infrastructures, de fournir le fichier de preuve. Si vous êtes un prestataire de confiance qui a été qualifié par l'ANSSI, eh bien, ça passe sans aucune difficulté. Donc, ce qui va vous permettre de faire des niveaux de signature qui vont être un peu plus simples. Alors, on va commencer par un niveau qui n'est pas vraiment un niveau de signature, que vous avez tous fait quelque part un jour ou l'autre, c'est ce qu'on va appeler le consentement. Ce niveau-là, on va être tout à fait honnête, ça ne vaut pas grand-chose. Mais vous allez voir qu'il sert quand même dans certains cas de figure, mais c'est très simple. On ne vérifie pas l'identité du signataire, on lui dit juste est-ce que vous êtes d'accord. Ça, c'est quand vous créez un compte Facebook ou un compte Instagram. Vous avez juste à cocher une case, vous avez donné ce que vous vouliez comme nom, prénom, ça ne va pas beaucoup plus loin, puis on contrôle votre adresse email et ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc ce niveau-là est intéressant, mais dans des cas très précis, et en tout cas, il n'a pas de valeur en justice. Si vous avez accès en justice, il ne se passera rien, on vous dira merci, au revoir, bonne journée. Ce qui va nous intéresser, c'est les simples et avancés qui est en fait séparé en deux aujourd'hui. La signature électronique simple, on va, et ça rejoint ce que je disais juste avant, on va réaliser un eurodatage qualifié pour garantir l'intégrité du document. Donc là, en fait, cet eurodatage qualifié, c'est quoi? C'est j'appose une date et une heure certaines sur le document, opposable en justice. Et cette date et cette heure certaine va à la fois vous donner la date, mais aussi assurer l'intégrité du document. Et donc de garantir derrière que vous saurez que le document n'a pas été modifié en quelque niveau que ce soit. Et le fait que ce soit qualifié, c'est très bien parce que vous avez beaucoup de prestataires qui se contentent d'utiliser l'heure du poste de travail. Et alors si dans des fois ça va bien, vous pouvez aisément imaginer, je ne sais pas, il suffit de parler d'une assemblée générale de copropriétaires pour vous dire que l'heure du poste de travail ou rien, ça vaut rien. Donc il est important, lorsque vous choisissez un prestataire et que vous faites un certain niveau de signature, vous vous assuriez qu'il propose un eurodatage qualifié en standard. C'est ce que nous, on propose. Après, vous avez la notion, c'est ce que je vous ai expliqué, d'identité du signataire. On peut monter dans les niveaux de signature et on va avoir une identité de plus en plus forte du signataire.
Dans le cadre d'une signature simple, l'identité du signataire est une identité déclarative. C'est-à-dire que c'est la personne qui va créer le processus, qui va envoyer en signature électronique, qui va indiquer le nom et le prénom, etc. Ça marche très bien. Pour vous dire, aujourd'hui, on va faire 95% de signatures simples en France, si ce n'est en Europe, parce que la plupart des cas d'usage sont assez facilement adaptés à la signature simple et au simple déclaratif. Mais par contre, si effectivement un d'entre vous me dit oui, mais c'est du déclaratif, donc je peux mettre n'importe quel nom, la réponse est oui. Mais si vous avez ce type de problématique, c'est que probablement, ce n'est pas le niveau simple qui va vous suffire. Et là, à ce moment-là, on va aller dans d'autres niveaux, en particulier le niveau avancé, qui est séparé en deux, mais ce n'est pas très grave, à peu près la même chose. Le niveau avancé, on va demander une pièce d'identité. Donc, on va demander une pièce d'identité, ce qui va nous permettre déjà d'avoir un match, enfin une corrélation entre les informations de la pièce d'identité et le déclaratif qui a été donné. C'est-à-dire, c'est bien Éric Danet, oui, j'ai une pièce d'identité. Quand vous voulez aller plus loin, vous faites exactement comme l'a qualifié et vous allez faire un face-à-face qui va être à distance. Autre chose, et puis je vais m'arrêter là, ce qui est important aussi, ça c'était la vérification de l'identité à la création, mais c'est que ensuite, au moment de la signature électronique, vous ayez au minimum un code OTP par SMS, c'est-à-dire un code envoyé par téléphone portable pour authentifier en fait la personne au moment de la signature. Comme je vous l'ai quand même laissé entendre, le dilemme c'est pourquoi ne pas faire que de la signature qualifiée? En fait, je vous dis, il y a 3 éléments qui viennent aujourd'hui nous empêcher de ne faire que de la signature qualifiée. Alors, c'est super. La première des choses, c'est garantir la conformité et la sécurité pour se prémunir contre la fraude. Donc ça, c'est bien. Ça se fait dans la qualifiée, mais pas que. Vous pouvez avoir le niveau précédent où ça marche aussi. Vous avez les aspects coûts. Et là, ce n'est pas tout à fait les mêmes prix de faire de la qualifiée, voire même de l'avancée. Et puis, enfin, dernier élément qui représente ce triptyque, en fait, très important pour vous aussi, c'est l'expérience utilisateur. Je disais, donc, parmi les critères de choix, le premier critère de choix que vous devez forcément prendre en compte, c'est existe-t-il dans mon métier, par rapport à ce que je veux réaliser en signature, un niveau imposé par une réglementation. C'est par exemple le cas, par exemple, pour les appels d'offres publics, puisque un appel d'offres public, c'est forcément soit une signature qualifiée, soit une signature avancée avec certificat qualifié. Là, vous n'avez pas le choix. Si une règle existe, bien entendu, vous allez être obligé de prendre la règle. Deuxième critère, c'est le risque de contestation. Qui va contester quoi? Et est-ce qu'il y a un risque systémique? C'est-à-dire, déjà, qui conteste, pour quelle raison? C'est-à-dire, ce qui est très intéressant dans la signature, c'est de vous dire, est-ce que la personne va contester la signature en disant, c'est pas moi qui ai signé, ou est-ce que la personne va dire, c'est moi qui ai signé, mais c'est pas ça que j'ai signé? Pas la même chose, et les conséquences ne sont pas les mêmes. Le contrat de travail, par exemple, souvent, c'est pas, j'ai pas signé, c'est un peu idiot, surtout si c'est un CDI, de dire non, non, j'ai pas du tout signé un CDI. Par contre, vous pourriez éventuellement contester le contenu. Et là, c'est plus l'intégrité qui compte que la partie identité. Et le risque systémique, ça veut dire qu'est-ce qui se passe si à un moment, quelqu'un conteste une signature et que ça peut faire boule de neige. Parce que, prenons un exemple, je signe un contrat d'intérim et le contrat d'intérim, parce qu'il y a eu un problème avec le mauvais niveau de signature, tous les contrats d'intérim sont requalifiés en CDI. Et donc ça s'appelle un risque systémique. Troisième critère de choix, enjeu financier du litige ou du risque de fraude. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de risques de fraude? Je vends des téléphones portables et donc potentiellement, non seulement je risque de me retrouver à avoir livré un téléphone portable et jamais être payé, et je vais potentiellement avoir beaucoup de gens qui vont tenter de frauder pour essayer d'avoir un téléphone portable. Ça compte aussi. Et dernier élément, c'est l'absence de ce qu'on appelle le Know Your Customer, le KYC préalable. Je ne connais pas mon signataire, je ne l'ai jamais vu, il est potentiellement à distance, il est potentiellement dans un pays étranger.
J'ai des doutes, ou en tout état de cause, si j'ai pas de doute, je voudrais en savoir un petit peu plus, parce que quand même, je suis en train de signer un contrat important, et à ce moment-là, bah, je vais plutôt favoriser une signature avancée, où au moins la personne sera obligée de me donner une pièce d'identité. Donc, si on regarde les exemples que je vous donne ci-dessous, ce sont que des exemples rencontrés chez certains de nos clients, qui ne seront pas forcément vos exemples. Parce que on peut trouver des cas d'usage où, par exemple, je vous ai mis ici le contrat de travail est de niveau simple. Peut-être que pour chez vous, dans certains contrats de travail, pour certaines raisons qui vous sont propres, on mettra plutôt le contrat de travail en signature avancée. Mais ce ne sont donc que des exemples. Si on prend le consentement, vous voyez, c'est des choses très basiques qui ne réaliseront, en fait, qui ne demanderont en fait quasiment pas de contestation, parce que sinon on peut rien prouver. Des feuilles de temps, des noms de congés, des validations internes. Et là, en absolu, c'est pas, vous l'avez bien imaginé, c'est pas vraiment une signature électronique. Vous n'avez pas besoin d'un tiers de confiance qualifié par l'ANSSI pour le règlement européen pour signer une feuille de temps. Donc là, on peut vous le proposer parce que ça peut vous aider dans un processus, mais là, vous irez pas beaucoup plus loin que le simple fait de j'ai validé un congé. Et puis après, bah voilà, vous avez simple avancée qualifiée avec en simple, vous pouvez faire des contrats fournisseurs, des devis, des baux, des choses comme ça. Mais par contre, regardez ici, je mets le bail en signature simple. Par contre, tout ce qui va être acte de cautionnement, si tant est qu'il y a des actes de cautionnement, je le mets en qualifié. Pourquoi je fais ça? Parce que l'acte de cautionnement, vous pouvez aisément imaginer que la personne, si jamais elle est amenée à payer, va dire ah mais j'ai jamais signé ce document-là. Donc non, je me suis jamais porté caution de cette personne. Si vous faites signer un acte de cautionnement en simple, moi je suis tranquille, hein, je ne paierai jamais, même s'il y a un défaut du locataire. Par contre, si l'acte de cautionnement a été signé en signature qualifiée, ça sera à moi de prouver que c'était pas moi. Là, ça va être nettement plus compliqué. Donc vous voyez, même dans des choses qui se ressemblent, il y a un bail et un acte de cautionnement, vous pouvez avoir des niveaux de signature qui peuvent être différents. En tout cas, nous vous proposons aussi la possibilité de faire dans vos parcours de signature des gens qui ne signent pas avec le même niveau de signature à cause de ce genre de besoins. Donc, alors quel est le bon niveau de signature pour mon cas d'usage? Nous, Certinia, on va vous proposer une boîte à outils conforme, légale et qualifiée par l'ANSSI ou potentiellement d'autres pays de l'Union européenne, puisque dès que vous êtes qualifié dans un pays de l'Union européenne, c'est valable pour tous les pays. Mais, comme je vous le disais, chaque cas est unique et doit faire l'objet d'une étude qui doit être spécifique. Donc, vous avez des cas vraiment très simples dans lesquels vous n'allez pas vous poser de questions, et vous allez y avoir des cas où vous allez devoir vous concerter au sein de votre entreprise avec votre service juridique, la conformité, le métier, voire même la direction, qui finalement auront à la fin le dernier mot, parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est un mélange de coûts, les risques, l'expérience utilisateur, etc. Donc vous n'avez pas le choix. À la fin, ça sera toujours une décision. Moi, dans l'expérience, ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais des services de confiance et de la signature électronique sur des mêmes sujets. J'ai vu des clients qui choisissaient une signature simple et d'autres qui disaient moi je prends une signature avancée. Donc voilà, c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais en tout cas, sachez que c'est comme ça qu'il faut que vous procédiez. C'est de toute façon un choix en interne par rapport à tous les critères qu'on vient d'aborder. Deux mots pour conclure sur l'avenir. Est-ce qu'on ira vers une signature qualifiée plus simple? La réponse est oui. Déjà à cause d'IDAS V2, donc qui est la nouvelle version de la norme européenne des services de confiance qui a été votée par le Parlement il y a maintenant un mois environ, et qui créera une identité numérique européenne pour tous. Alors, on va dire entre 2025 et 2030, parce qu'il faut toujours penser aux gens qui ne le feront pas ou qui mettront des années à le faire. Mais c'est, comme je vous ai dit que ça reposait beaucoup la signature sur l'identité, il est évident que ça va nous simplifier la tâche. Et d'ailleurs, le règlement IDAS V2 dit d'ailleurs qu'il faut favoriser la signature qualifiée. Et là, ça sera beaucoup plus simple. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez faire quand même de la signature qualifiée si vous avez des besoins, parce que, alors en France, on a, entre guillemets, je veux dire pas de chance, parce qu'on a, c'est très bien, on a l'ANSSI et c'est bien ce qu'ils ont fait à la demande des banques, etc. Ils ont fait un parcours qu'on appelle le PVID,
mais qui est cher, qui est compliqué, etc. Mais sachez que vous pouvez faire de la signature qualifiée en France en simplifiant la vérification d'identité et en n'ayant pas d'opérateurs humains réalisant un contrôle systématique. Tout simplement parce que les autres pays de l'Union européenne permettent de faire ce genre de choses. Et ça, typiquement, ça vous permet, pour vous donner une idée, de réaliser une signature qualifiée en une quarantaine de secondes, tout compris la vérification d'identité et l'opération de signature. Donc, quelle est, nous, notre valeur ajoutée chez Certinia? C'est de vous accompagner au quotidien sur l'ensemble du parcours, partout où vous en aurez besoin, que ce soit identifié, authentifié ou signé, de la prise de contact jusqu'à la fin de la relation de votre client. Alors, si c'est un client, mais ça peut être aussi un contrat fournisseur. Voilà, c'est exactement la même chose. Nous, ici, on va vous apporter des solutions soit qui sont standards, soit sur étagère. Une plateforme SaaS très classique, je dirais, qui vous permet, via un portail web, avec des gens qui ne sont pas des gens aguerris, de pouvoir mettre en place des solutions de signature électronique. Et si vous avez des besoins extrêmement complexes, là aussi, on saura vous accompagner dans des projets que je qualifierais quasiment de sur-mesure pour répondre à tous vos enjeux métiers. Mais dès aujourd'hui, grâce à la plateforme SaaS, que je qualifie de standard, via un portail web ou via des API, vous pouvez avoir accès aux solutions de signature électronique sur tous les niveaux qu'on vient de nous présenter, simple, avancé, qualifié, voire juste du consentement, etc. Vous pouvez très simplement avoir accès à ça. On a créé un ensemble de parcours de validation, de signature, vraiment le plus proche possible de vos habitudes de travail, avec des modèles de parcours de signature. Alors, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas l'objet ici de présenter la plateforme, mais évidemment, si vous vous sentez intéressé par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le dire et on va de toute façon vous accompagner, on pourra vous faire des démonstrations, vous écouter, parce que c'est quelque chose de vraiment très important. Vous n'avez pas forcément les mêmes besoins que votre voisin. Vous avez des besoins qui vous sont spécifiques, il faut les traiter, il vous faut des experts, c'est la chance que l'on a ici, on est même au niveau commercial très expert sur la partie technique, donc on est vraiment capable d'imaginer avec vous la meilleure réponse à votre besoin de signature électronique. Voilà, écoutez, j'ai terminé ma présentation de 30 minutes. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, je vais voir s'il y a eu des questions.